à tout le monde. Donc, on est une petite équipe pour ce café pédagogique, mais c'est pas un problème. Donc, du coup, après, je vais mettre la vidéo sur la chaîne, comme ça tout le monde peut regarder aussi après. Et merci beaucoup, Renaud, d'accepter de présenter ton projet. C'est toujours bien d'avoir des écoles aussi différentes qui présentent. On n'a pas beaucoup des participants de la HI. Ça fait un petit moment. Donc, du coup, merci beaucoup pour l'invitation. Avec Et, plaisir. et donc, du coup, je vais te laisser commencer ta présentation et parler de ton outil. Et après, on fait un petit moment pour des questions à la fin, si ça va pour toi. Très bien, merci. Oui, Alors, je propose de partager mon écran. parfait. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? On dirait que Euh, oui. oui. C'est bon pour tout le monde. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un projet de recherche qui s'appelle Stitcher et c'est un tuteur IA socratique. On va voir ce que c'est. D'abord, deux, trois petits mots sur moi. Ça fait 10 ans un peu plus que je fais de la programmation comme ingénieur informaticien. Ensuite de quoi j'ai fait un doctorat à l'EPFL dans les sciences de la vie, en neurosciences, mais c'était surtout sur le traitement du langage. Donc en gros, je faisais du NLP, ça s'appelle le Natural Language Processing. Je faisais du NLP avant qu'il y ait ChatGPT en fait. Et c'est vraiment super intéressant parce que ChatGPT, ça révolutionne complètement les possibilités qu'on a pour faire du NLP. Et puis, c'est ma troisième année maintenant, j'enseigne à la HESSO en ISC à Sion. J'ai un peu j'ai deux casquettes en fait. Il y a une première casquette dans la section d'informatique. Donc, c'est vraiment des jeunes qui ont envie de se dédier à l'informatique. Et puis, il y a aussi dans le tronc commun d'informatique en première année. Et puis, c'est plutôt des ingénieurs qui veulent aller, qui vont en sciences du vivant, énergie, environnement, et puis, comment on appelle ça? SIND, système industriel. Donc, en gros, c'est des gens qui se prédestinent pas forcément, quoi, probablement pas à l'informatique. Et puis, c'est presque un autre job, en fait, parce que c'est beaucoup plus axé sur la pédagogie. Et puis, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Je trouve que les étudiants sont preneurs et preneuses. Et puis, ouais, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi chouette que ça. Mais justement, je vais surtout parler aussi des challenges qu'on a par rapport à l'IA et puis comment on gère ça. Mais peut-être avant, faire un rapide tour de table, ben, qui vous êtes, mais surtout ce que vous enseignez et puis comment est-ce que vous gérez les exercices maintenant qu'il y a des chatbots, maintenant qu'il y a des LLM. Je vois Alors, qu'il y a avec nous Aurélien, si tu veux bien commencer, parce que tu étais le premier dans la salle, mais volontiers ensuite Anouk. Et puis aussi Madeleine, volontiers, vous n'avez pas besoin de dire grand-chose, mais c'est surtout le dernier point qui m'intéresse. Ok, alors moi je suis Aurélien, je suis chargé de cours à la Haute École de Santé en filière infirmière à Sion. Et puis j'enseigne pas mal de choses, même si là je suis plus dans la gestion de projet que dans l'enseignement. Et puis alors moi je suis grand fan d'IA. Et donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas encore intégré dans les enseignements l'utilisation des différents outils. euh, à part voilà, leur demander deux, trois choses, mais c'est vrai que pour l'instant, on subit entre guillemets. On va dire, on essaye d'aiguiller, mais voilà, c'est pour ça que je suis très intéressé par C'est ton quoi que tu input. subis? C'est quoi que Bah, que tu subis? c'est pas en fait, il y a par exemple sur Moodle, il y a des logiciels de triche qui permettent sur tout ce qui est QCM, d'avoir automatiquement les réponses. J'ai perdu le nom, mais ça va me revenir. Ok, ok. Du coup, il y a des Non, c'est choses, bien. il y a des choses comme ça sur lesquelles où c'est un peu complexe, donc on est en train d'essayer de trouver des pirouettes, de revenir sur du papier, enfin, essayer de trouver des moyens pour pouvoir, voilà. Mais bien Mhm. sûr que l'objectif ultime, ce serait à moyen terme, de pouvoir l'intégrer directement dans les enseignements et dans les modalités d'évaluation, quoi. Très bien. Volontiers Anouk, si tu veux nous dire oui, brièvement.
Merci. Alors, moi, je suis adjointe scientifique à l'autocal de gestion, plus spécifiquement pour la filière tourisme. Je suis absolument pas une experte, mais voilà, comme tout le monde, on essaie de s'y mettre. Et puis, en fait, ce qu'il y a, c'est que je suis dans le module travail de bachelor où on a passablement essayé de faire travailler nos étudiants avec l'IA pour leur aider à définir leurs thèmes, etc. Et puis, je suis un peu plus venue par curiosité parce que, ben, voilà, de voir s'il y a des outils qui sont adaptables. Alors, j'ai un peu peur que ce soit très pour les ingénieurs, mais voilà, je me suis dit qu'il y avait peut-être des fois des choses à prendre. Donc, c'est pour ça que je décidé de suivre ce café pédagogique. Voilà. Avec plaisir. Merci. Et puis volontiers, Madeleine. Oui, bonjour. Alors aussi, je suis agent scientifique pour la filière tourisme à SIAR et j'enseigne le management durable et la RSE. Et je fais quelques mandats aussi pour l'IEM. Je suis venue aussi par curiosité, en fait. Bon, moi, j'essaie de l'intégrer pour la préparation de l'enseignement et puis aussi des examens. Et également, et bon, pour certains mandats, j'ai mis à l'agenda le café pédagogique du jour, mais en fait, pour le moment, je suis curieuse de tous les outils et puis j'ai aucune idée de ce que c'est l'outil qui est présenté aujourd'hui. Donc, voilà. Très bien, super, excellent. Ben, merci, moi, ça me permet un peu de voir où vous en êtes et puis ce que vous voulez. Rika, tu veux dire 2 mots peut-être quand même? Oui, oui, quand même. Donc, moi, je suis maître d'enseignement d'anglais à l'Haute École d'ingénieurs et, je commence à intégrer de plus en plus, surtout par exemple là maintenant pour la préparation des examens, j'ai créé des chatbots avec ma grille d'évaluation, avec ce que j'attends que les étudiants puissent produire comme texte. C'est un texte écrit et comme ça, ils peuvent s'entraîner à la maison et avoir de feedback sans devoir tout le temps compter sur moi en fait. Moi, je suis à disposition aussi pour qu'ils m'envoient des exercices, mais s'ils veulent pratiquer plus et utiliser le chatbot pour avoir de feedback, ils peuvent aussi. Excellent. Ok, ben, de mon côté, comment est-ce que je me positionne pour ces exercices? Eh ben, la petite histoire, c'est que finalement, ce dont on ne parle pas, c'est que moi, je trouve qu'il y a énormément d'étudiants qui utilisent des chatbots. Là, sur la droite, on voit Claude, mais en gros, on avait nos bonnes vieilles séries d'exercices, série 1, exercice 3, déterminer l'ensemble des points, etc. Alors ça, c'est un exercice d'ingénierie, mais d'algèbre ou comme ça, mais ça pourrait être n'importe quel support d'exercice qu'on a fait. Finalement, il y a la tentation, elle est énorme pour les étudiants d'aller copier-coller l'énoncé et puis de le mettre dans un chatbot. Et le chatbot est très, très fort pour leur balancer la solution directe. Et du coup, moi, mon job, pour moi, c'est vraiment de mettre un étudiant, une étudiante dans cette zone proximale de développement. Pour moi, si je devais dire qu'il y a le truc le plus important que je dois faire, mon job, c'est ça. C'est trouver les modalités pour qu'un étudiant, une étudiante soit dans cet endroit où c'est pas trop facile, pas trop dur. Et puis pour ça, ça marchait bien. On a fait plein d'exercices. On a mis énormément de temps dans ces exercices et ils étaient bien faits, ils fonctionnaient bien pour amener les étudiants dans cette zone proximale de développement. Mais je sous-tends que ces exercices, ils sont en train de perdre la valeur au jour d'aujourd'hui parce que ça casse complètement cette zone proximale de développement quand un étudiant, une étudiante copie-colle dans ChatGPT. Alors, on sait que dans ChatGPT, il y a, moi j'essaie en tout cas de leur dire, mais vous savez, dans ChatGPT, il y a la modalité Learning Mode. Vous connaissez ça? Si je vais sur Claude, par exemple, je peux dire ici Learn, et quand j'appuie sur Learn, eh ben, le chatbot va changer de discours, et au lieu de me balancer la solution, l'IA va me guider sur le cheminement. Mais pour revenir à mon avis, on a vraiment une crise de comment est-ce qu'on arrive à amener ces étudiants dans cette zone proximale de développement. Et du coup, on a lancé avec 2 professeurs de la HEI, le professeur Calvaresi et le professeur Mudry, avec la HES de Fribourg, on a lancé un projet, une demande
de soutien à la HESSO et on a eu un financement de 80 000 francs pour une initiative éducation, je ne sais pas comment ça se dit, une initiative pédagogique, je crois. Et ça a commencé en novembre dernier, ça dure jusqu'en septembre de cette année. On s'est posé plusieurs questions sur comment est-ce que nos étudiants peuvent apprendre avec des LLM. Par exemple, on s'est dit, est-ce qu'il y a des archétypes? Est-ce que on arrive, en observant comment un étudiant utilise l'IA, à sortir des archétypes de comment les personnes apprennent? Est-ce qu'on arrive aussi à corréler l'évaluation d'une IA avec les notes que va effectivement faire en étudiant? Ça serait une espèce de prognose pour ensuite pouvoir agir un peu plus tôt. On s'est aussi demandé s'il y avait différentes approches, différentes presque personnalités qu'on devait faire dans l'IA pour différents types d'exercices. Par exemple, si j'enseigne le Python ou si j'enseigne l'anglais, est-ce qu'il faudra vraiment avoir des profils différents? On aimerait aussi, dans la quatrième question de recherche, voir si on arrive à déterminer si une question, elle marche ou elle ne marche pas. Ensuite, on a envie de voir, en 5e position, si la meilleure chose à faire pour un étudiant, c'est de suivre le curriculum, c'est-à-dire question 1, 2, 3, 4, 5, ou est-ce que des fois, il faudrait leur proposer de sauter une question, ou au contraire, de passer plus de temps sur la question 4, parce qu'à voir, la personne n'a pas acquis la compétence. On aimerait voir si, au bout d'un moment, l'IA est capable de mieux aider l'étudiant parce qu'elle a identifié des patterns dans les précédentes tentatives de l'étudiant. Bref, on s'est posé vraiment beaucoup de questions et on est en train d'essayer d'y répondre. Mais voilà l'état aujourd'hui de l'outil. On a fait une application web qui se focus surtout sur les exercices et on a développé des pratiques. Sauf que il ne va jamais balancer la réponse à l'étudiant, mais il va plutôt amener l'étudiant à se poser des questions comment faire. On utilise pour ça l'API de Google pour utiliser les modèles de Google, il s'appelle Gemini, mais on a comme ambition d'utiliser aussi, je le montrerai après, des outils, plutôt un modèle qui tournerait en local à la HESSO et encore en particulier vraiment en ISC à la HEI, pour qu'il n'y ait aucune donnée qui sorte de la plateforme, sachant que pour l'instant, les données, elles sont totalement anonymisées. Il n'y a jamais le nom de l'étudiant qui est passé. Il n'y a aucune PII, Personal Identifiable Information. Il n'y a pas d'informations comme ça qui sont transférées. Et au jour d'aujourd'hui, on l'a déployé dans à peu près 6 classes avec une 150aine d'étudiants. On a à peu près 650 questions dans le système. Et on a eu 15 000 interactions avec le tuteur IA. Je vais présenter ça justement dans le temps qui suit. Vous avez des questions jusque-là? C'est bon? C'est quoi les innovations qu'on a fait? C'était de développer un tuteur socratique, c'est-à-dire c'était vraiment le cœur du projet, c'est d'avoir un tuteur qui aide assez l'étudiant, mais sans trop l'aider pour le spoiler, si on veut dire, sans trop l'aider pour lui enlever j'ai envie de dire la joie d'apprendre, en fait. C'est un peu bizarre, mais pour moi, ça reste quand même comme ça. Et puis, du côté enseignant, on a aussi développé des outils pour que ça soit relativement facile, soit d'importer des exercices existants, soit de créer des exercices nouveaux. Et de nouveau, là, dans la partie back-office, dans la partie pour l'enseignant, dans la partie admin un peu, on a des LLM qui aident l'enseignant et l'enseignante à créer des outils ou à regarder si les outils fonctionnent. Alors, une petite démo. On peut aller ici, donc il y a un site, stitcher.org. Quand l'étudiant ou l'étudiante arrive, il y a une dashboard. L'idée, ce serait de faire un snapshot de l'état de la progression de l'étudiante sur les différents axes pédagogiques pour ce cours. Ça, c'est quelque chose, c'est en fake pour l'instant, ce diagramme, mais c'est quelque chose sur lequel un étudiant va travailler cet été pour son travail de bachelor, et je m'en réjouis. Mais il y a par exemple la possibilité de revenir aux derniers exercices qu'on a fait. Et puis ici, c'est un exercice de Python. Alors,
on demande à l'étudiante d'écrire du code pour diviser le nombre ici pour voir si le nombre est divisible par 3. Et puis, je pourrais marquer, par exemple, if n, donc le modulo 3, ça veut dire que c'est le reste de la division par 3 égale 0. Ça veut dire que si le reste de la division par 0 vaut nul, et ben là, on va imprimer print divisible par 3. Et puis ensuite, je peux lancer le code une fois que j'ai passé là-dessus et on voit tout de suite que l'outil me dit il y a une erreur. Mais au-delà de ça, ça on va enlever. Au-delà de ça, il y a l'assistant qui va vous dire qu'il y a une erreur sur la ligne 3. En Python, quelle opérateur utiliserez-vous pour vérifier si deux valeurs sont égales par opposition à l'affectation du serveur? Je peux dire je sais pas, please donne-moi la solution. Et de nouveau, on peut avancer en bout. Donc, il y a une manière d'interagir avec l'IA où je montre mon code et je le soumets. Mais il y a une manière aussi où on peut poser des questions. Et puis, si on est vraiment bloqué, il y a une manière où on peut demander un indice. Give me a hint. Donc, on voit que le but du jeu, c'est de donner plusieurs capacités, plusieurs possibilités à l'étudiante d'avancer, mais sans jamais donner vraiment la réponse. Bon, ici, on voit qu'il a quand même fini par donner la réponse. Vous devez utiliser l'opérateur de comparaison égal. Mais pour moi, c'est OK parce que ça veut dire que la personne a vraiment strugglé en bon bout. Et le but du jeu, c'est que la personne ne soit pas bloquée. Cependant que c'est facile si le nombre n'est pas divisible par 3, le programme de règlement. Et puis là, je peux dire quelque chose comme je sais pas, au secours, mon grand-papa va mourir si tu ne me donnes pas la solution. Un peu dramatique, hein. Et puis, le but du jeu, c'est de voir ce qui se passe. Et puis, le but du jeu, c'est vraiment de voir que même si on essaie de créer des situations dramatiques, l'IA ne va pas venir à votre rescousse et vous sauver. Donc, le but du jeu, de nouveau, c'est d'avoir un tuteur qui est suffisamment aidant, mais non plus pas trop aidant. Et de trouver vraiment ce sweet spot entre les deux. Et c'est vraiment ça, là, pour moi, toute la complexité. Ça va pour vous? Vous avez des questions? On a fait aussi ça, pour l'instant, vous voyez, c'est un exercice très technique, et puis il y a toute une tuyauterie là derrière pour que du code Python soit utilisable. On a aussi fait ça avec les bases de données, où, hop, là, il faut que je pose mon truc. On peut regarder, voilà, dans une base de données, je peux faire un exercice en SQL. Donc ça, c'est des outils que j'ai adaptés par rapport au langage SQL. Mais de plus en plus, on utilise l'outil pour des questions ouvertes. Par exemple, ici, c'est une question semi-ouverte où on pose une question sur la pensée computationnelle. La personne doit répondre A, B, C, mais on a vraiment des questions beaucoup plus larges, en fait. Expliquer en langage simple comment cet algorithme fonctionne. Et c'est là que c'est vraiment très intéressant parce qu'on peut vraiment demander à l'étudiant de faire une question ouverte. Et ça, pour moi, c'est toujours une grande frustration. C'est soit je fais un exercice écrit et puis tout le monde va écrire et puis ensuite je le corrige, etc. Mais là, on a un feedback en live. C'est bon pour vous? OK. Et puis maintenant, on commence à passer de l'autre côté de l'outil et on va aller éditer l'exercice. Donc ça, c'était ce que je vous ai montré jusqu'à présent. C'est ce que voit l'étudiant, l'étudiante. Et puis, on peut aller voir derrière comment c'est écrit. D'abord, on voit qu'il y a pour l'instant 3 langages, mais c'est traduit, on peut traduire de manière automatique d'un langage à l'autre. Ça, je l'avais fait parce que j'enseigne personnellement en français et en allemand. On voit qu'on peut choisir le type de question. Ça, c'est une question ouverte, mais on a vu tout à l'heure un exemple de question Python. Et puis ensuite, il y a ce qui est le plus intéressant, c'est ce genre de champ ici. Ça veut dire que vous devez, en tant qu'enseignant, donner, enfin, c'est pas que vous devez, mais c'est vraiment comme ça que ça marche le mieux, c'est si vous donnez plus de contexte à l'IA pour corriger cette question. C'est-à-dire que vous allez dire que c'est un exercice d'introduction. Donc, comme c'est le début de la classe, comme on est au tout début de la classe, il ne faut pas être trop sévère par rapport aux questions de l'enseignant, de l'étudiant. Il faudrait qu'ils aient déjà une idée de ce qui se passe. Il faudrait qu'ils disent, il y a le principe d'un compteur. Dans le workflow que je vous ai montré avant, dans la question, il y a un compteur, etc., etc. Et vous voyez que c'est vraiment là qu'un enseignant, une enseignante amène de la valeur ajoutée parce qu'au lieu de juste donner, parce qu'on était habitué à donner
la question d'exercice, et puis si on était gentil, le corriger. Mais là, on doit aller au-delà du corrigé, on doit donner un espèce de contexte autour du corrigé pour dire qu'est-ce qui se passe autour de cette question. Et puis ici, on a mis 2 réponses correctes qui sont un peu différentes. Et pour chaque réponse correcte, il y a aussi une explication. L'explication, elle dit, par exemple ici, il ne faut pas s'attendre, pour le tutoriel qui corrige, ne t'attends pas à une réponse aussi complexe, mais ça, c'était pour montrer comment, pour une réponse, excusez-moi, ne t'attends pas à une réponse aussi exhaustive de la part de l'étudiant, mais sache que si je devais donner une réponse exhaustive, elle serait comme ça. Donc, du coup, là, on est de l'autre côté, on est du côté enseignant. Et puis, l'enseignant a aussi une manière ici d'avoir un IA pour lui aider à créer des questions. Je crois que je vais plutôt vous donner un exemple ici. Par exemple, ici, je pourrais demander d'écrire un exercice et je pourrais dire, oups, là, j'ai appuyé trop tôt, il n'y a rien pour l'instant. Faire comme ça, hop. J'aimerais faire une question sur le reste de la division en Python. Propose-moi 3 alternatives. Et ici, quand j'appuie sur Improve Exercise, etc., c'est une IA qui va, du côté enseignant, vous aider à créer vos exercices. Et l'idée qui est intéressante dans cet outil pour vous aider à créer des exercices, c'est que l'outil a la connaissance de tous les champs qui doivent être remplis. C'est-à-dire qu'il sait on doit choisir un type d'exercice, on doit choisir un type de questions, etc. Et de mon côté, du côté programmation, si j'arrive à retrouver ça, c'était là. Il y a j'ai fait toute une. Par exemple, vous voyez ici, il y a ce champ hints. Donc, c'est le contexte additionnel qu'on peut donner. C'est toutes les astuces que l'IA est autorisée à donner à l'étudiant. Et bien ici, il y a la définition pour l'IA de tout ce que les hints sont. Et chaque fois qu'elle vous donne un conseil comment créer cet exercice ici, elle a conscience que, par exemple, si vous le dites maintenant, en fait, c'est une bonne idée, je veux faire option 2. Option 2. Tac, tac, tac. Donc là, on repart. Je trouve que c'est bien l'idée de cette année bisextile. Et du coup, l'IA va devoir vous donner vous pré-remplir ce formulaire pour créer l'exercice. Et c'est bien sûr à vous de checker que ça marche comme vous l'avez entendu, mais ça vous fait déjà un bon travail, en fait. C'est bon pour tout le monde comme ça? J'aimerais attendre un petit moment que ça marche. Pourquoi ça prend beaucoup plus de temps? Parce que c'est un modèle beaucoup plus puissant, en fait. Ça, c'est le modèle le plus cher de chez Google. Il va vraiment chercher beaucoup de temps. Il coûte très cher aussi. Mais c'est OK parce que, à mon avis, c'est là qu'il faut mettre vraiment le paquet pour que l'exercice soit de très, très bonne qualité. Aurélien, tu avais une question? Ouais, donc du coup, si j'ai bien compris, donc c'est l'IA qui est intégrée dans votre plateforme, c'est l'API de Google, de Gemini. Oui. Et du coup, à chaque fois que vous faites ça, il vous facture à chaque demande, du coup. Oui. Et à chaque fois qu'un étudiant pose une question, pareil, il y a une mini-facture. C'est pas grand-chose. Ouais. Ok, ça marche. Et puis si je vais chercher derrière votre question, vous vous dites, waouh, ça doit coûter un paquet de blé, c'est ça? Non. Les API, il faudrait qu'il y ait un paquet de demandes qui soient faites pour que ça revienne. Et parce qu'on va voir après que pour 15 000 interactions, pour moi, je compte une interaction en fait entre une question, une soumission à l'IA et une réponse. Ça, c'est une interaction. Pour 15 000 interactions qu'il y a eu jusqu'à maintenant, on est à moins de 20 francs. Ouais, donc, au niveau des sous, et puis en fait, pour vous dire la vérité, ce qui coûte le plus cher, en fait, c'est surtout cette partie-là où quand je crée mes exercices avec l'IA, je demande souvent, moi, ce que je fais, c'est que je fais mon exercice moi et ensuite je demande à l'IA, dis-moi tous les endroits où il y a de l'ambiguïté. Ne corrige pas mon truc, mais dis-moi tous les endroits où c'est pas clair. Et je fais d'ailleurs ça aussi pour tous les examens et je trouve que ça fonctionne du tonnerre. C'est comme une pré-relecture. Ensuite, ça ne vaut pas la relecture des collègues qui, eux, sont vraiment plus dans le cours, etc.
mais ça me permet de trouver déjà pas mal de points de faille. Et donc, pour revenir là-dessus, c'est cette partie de l'enseignant qui coûte passablement cher parce que c'est un modèle plus coûteux et puis la complexité est assez grande. Je vous propose de revenir un peu à mes slides. Donc, on a vu ici ce tuteur ici. L'idée, c'est vraiment que l'outil ne donne jamais la réponse directement. Quelque chose que je n'ai pas dit, c'est qu'à partir de N interactions, généralement on met N à 5, à partir de 5 interactions, il y a un nouveau bouton qui apparaît ici avec une petite bombe rouge à côté, et ça s'appelle spoiler ou je ne sais plus quoi. Et en gros, quand l'étudiante appuie là-dessus, ça lui donne vraiment la solution. Et le but du jeu, c'est de rester dans cette zone proximale de développement et que ça soit l'étudiante qui soit suffisamment mature, je pense qu'ils ont l'âge en HES, pour se dire, bon, je vais essayer de gratter moi-même, et puis au bout d'un moment, quand j'en ai vraiment marre, eh ben, je peux lâcher et puis demander la solution, etc. De nouveau, pour moi, cet outil Stitcher, c'est pour que les étudiants et étudiantes ne soient pas à copier-coller dans un outil qui leur donnerait directement la solution comme ChatGPT. Alors, ça, je l'ai dit, mais je leur dis quand même, c'est qu'au début, en tant qu'enseignant, on aura probablement plus de travail pour mettre notamment les différentes solutions, du contexte additionnel, des hints, etc. Donc, c'est un peu plus de job. On voit qu'il y a l'IA qui peut nous aider à le faire, mais on pourra de toute façon être là d'abord de manière proactive pour créer, à mon avis, le sujet de l'exercice, et puis surtout pour corriger et regarder que ça fonctionne bien. Ça, c'est un outil que j'ai fait aussi. J'ai vu qu'il y avait des étudiantes qui l'utilisaient beaucoup. C'est qu'ils peuvent en fait utiliser un chat qui, de nouveau, ne leur donne jamais la réponse, mais c'est purement un chat ici. Ce n'est pas des exercices, c'est un pur chat. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait ce to-do, en fait, j'aurais pu le modifier. On a ajouté le cours, en fait. Ça veut dire que quand vous parlez à l'IA, elle a toute la connaissance du cours. C'est des outils qu'on peut faire dans les outils gratuits comme chatgpt.com et claude.ia. Mais là, c'est fait automatiquement pour vous avec le résumé du cours de l'enseignant. Et ça veut dire que quand vous posez une question, ici la personne pose une question sur la fonction enumerate, et ben à la fin de la réponse, il y aurait une dernière phrase qui dirait si tu veux plus d'informations, on va regarder dans la slide 15 du cours 6. Et ça veut dire qu'on a vraiment ce lien entre votre support de cours et l'étudiant ou l'étudiante qui pose une question. Il y a une démo aussi. Ça, c'est la nouvelle. C'est le nouvel outil qu'on a fait, c'est que ça marche aussi sur téléphone mobile. Pourquoi? Parce qu'on a ouvert dernièrement, depuis ce semestre, aux branches des mathématiques. Et les mathématiques, les étudiants travaillent sur papier. Et ils ont une question sur une série. Et du coup, on voulait un outil qui marche aussi avec le papier. Je vais lancer la démo et je m'arrête de temps en temps. Donc, ça veut dire que c'est une application, c'est comme ChatGPT aussi qui vous permet de mettre des photos, etc. Et le but du jeu, c'est que c'est complètement lié au cours. Donc, on voit ici que ça, c'était le résultat d'un travail d'étudiant de l'été passé. L'étudiant a fait vraiment, a mis en place la reconnaissance d'écriture qui fonctionne sacrément bien. Et en plus, il a fait un outil où l'IA vous highlight l'endroit sur votre page où il y a le début de l'erreur.
Voilà, vous voyez qu'il y a aussi un petit bouton en bas avec un microphone. Ça marche aussi avec la reconnaissance de voix. Et c'est une bonne manière pour que les étudiants puissent interagir aussi de manière plus. Moi, je trouve que quand on parle avec la voix, on arrive à donner plus de contexte, à être plus exhaustif là-dessus. Et ça fonctionne très bien justement dans le cadre des mathématiques, où on a des exercices qui sont faits sur papier. Et puis, on a fait une version desktop, mais c'était beaucoup moins fluide que l'interaction avec une application mobile. Et de nouveau, la grande valeur ajoutée, c'est que on pourrait faire ça avec chatgpt.com, avec l'application de ChatGPT, Gemini, Claude, comme vous voulez. Mais ici, on a vraiment le contexte du cours et on a aussi le contexte de la question. C'est-à-dire que derrière cette question, il y a les réponses, il y a les solutions de l'enseignant avec une explication de chaque solution différente, etc., etc. Des questions jusqu'ici? En fait, on va faire comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme Aurélien, tu l'as fait tout à l'heure, de lever la main et puis je verrai ça et je réponds. Ça, on l'a vu tout à l'heure, je vous ai fait une petite démo. Le but du jeu, c'est d'avoir aussi une IA qui vous aide en tant qu'enseignant-enseignante à créer des exercices. Mais de nouveau, c'est vraiment à vous d'amener tout le contexte. Et on voit que de plus en plus, ce n'est pas le modèle d'IA que vous utilisez qui est le plus important, c'est surtout vous, tout le contexte que vous arrivez à donner qui permet à l'IA de manière non ambiguë et de manière exhaustive de créer la question dans ce cas-là. J'ai fait aussi dernièrement, parce que les enseignants de mathématiques sont arrivés avec 7 séries existantes, de chaque fois une dizaine de questions. Et les personnes voulaient importer ça dans Stitcher. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle un skill, en fait. C'est une nouvelle manière d'intégrer, d'avoir des espèces de fonctions je ne sais pas comment expliquer mieux une skill, mais c'est une manière de packager tout en prompt pour faire une tâche donnée. Et la tâche ici, c'est je reçois une série d'exercices avec une série de solutions. Des fois, les solutions, elles sont même écrites à la main par l'enseignant. C'est les solutions de l'enseignant. Et avec ce skill ici, j'arrive à les intégrer super efficacement dans Stitcher. C'est-à-dire que si vous avez déjà fait le travail de faire la question, la réponse, et puis que dans votre réponse, il y a déjà beaucoup d'explications, l'import dans Stitcher est extrêmement rapide. Je crois que j'ai sauté, voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai essayé qui ne marchait pas encore trop, mais c'est que j'aimerais qu'on puisse casser cette approche linéaire des exercices, exercice 1, exercice 2, exercice 3. C'est-à-dire que, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, si l'exercice 3, vous l'avez tellement bien réussi, ben, peut-être le 4, il n'y a pas besoin de faire. Et au contraire, si l'exercice 3, vous avez peiné, ce qui serait bien, c'est de vous donner en exercice 3B, etc. Donc, d'avoir un cheminement d'apprentissage qui soit dynamique. Et c'est un travail qu'on va faire cet été avec un étudiant ISC. Alors, au cœur de Stitcher, il y a vraiment ce prompt et encore plus large, le contexte. Donc, c'est-à-dire le contexte, on appelle ça context engineering maintenant. Mais il y avait vraiment ce prompt. Et ce prompt, si on va le voir ici, on peut le voir là. Je peux le voir par exemple ici. Je peux voir le prompt qui a été fait. Je peux même le copier. Si je vais voir ce prompt, il fait... attendez. Voilà. Il fait, vous voyez qu'il fait 7000 caractères. C'est-à-dire qu'il y a 7000 lettres qui permettent de donner les instructions pour Stitcher. D'abord, on va définir un rôle. Ensuite, on va définir des directives. On va dire qu'il faut répondre en français. Mais ça, ce mot français, il a été injecté par rapport à vos préférences. Si dans vos préférences, vous avez mis allemand, eh ben, ça sera allemand ici, etc. Ça, c'est un des trucs les plus fondamentaux, c'est-à-dire il faut guider, il ne faut pas donner la réponse, il faut être concis, il faut respecter mon temps, il ne faut pas essayer de me reformuler, etc., etc. Et ça, c'est des choses que j'ai développées avec le temps pour que ça fonctionne le mieux l'interaction soit la plus fluide possible. Et donc, on voit ici qu'on a aussi tout le contexte de l'exercice.
Ça, c'est les réponses que l'enseignant a données. Et ça, c'est les hints. Vous vous souvenez, je vous avais montré les hints. Ils arrivent ici dans le prompt. Et tout ce prompt-là, tous ces 7000 caractères, ils sont envoyés à l'API de Gemini pour avoir la réponse. Et donc, on voit, il y a quelque chose qui manquait dans l'exemple que je vous ai donné et qui est encore plus importante, c'est qu'on a le contenu du cours ici qui est injecté. C'est-à-dire qu'on dit, eh ben, dans le premier cours, dans la première leçon, ils apprennent les structures conditionnelles. Ensuite, dans la deuxième leçon, c'est les boucles, etc. Et puis, si c'était une leçon d'anglais ou bien d'infirmerie, eh ben, on mettrait un autre résumé du cours ici. C'est pas tout le cours, bien sûr, mais c'est un résumé qui permet à l'outil de voir ce qui a été vu en cours et ce qui n'a pas été vu en cours. Et il y a une partie dans le prompt où on dit n'utilise que les concepts qui ont été vus en cours. Parce que sinon, on voit que, par exemple, dans la programmation, l'outil va utiliser des constructions beaucoup plus compliquées que ce que les étudiants et étudiantes ont vu en cours. Et du coup, ça permet de restreindre les choses ici. Et donc, on voit que, pour moi, c'est vraiment le cœur du projet. C'est d'avoir un prompt ici qui tient la route et qui permet de donner des réponses adéquates. J'ai utilisé ce cours j'ai utilisé cet outil dans mon cours de base de données. Et puis, je leur ai demandé de manière anonyme, à un moment donné, aux étudiants. Alors, je sais que ce n'est pas tout à fait anodin parce que je suis devant, etc. Mais j'ai fait ça avec un outil auquel ils font confiance que c'est anonyme. Et puis, du coup, ils m'ont donné des retours, à mon avis, super bons sur l'outil. Ça, c'est une question qu'on pose. Vous avez déjà sûrement répondu à des questionnaires comme ça. Globalement, comment êtes-vous satisfait? Ou bien, c'est la même manière de dire, est-ce que vous recommanderiez ce teacher à un ami, en fait? C'est une manière assez standard de poser des questions. Et puis, on voit que sur une échelle de 0, je suis vraiment pas content, à 10, je suis super content. Et ben, on est quand même entre 8 et 9, ce qui est tout à fait satisfaisant ce qui est, à mon avis, très bon pour le prototype que j'ai fait. Ben, il y a une personne en 4 qui n'était pas content. Dommage, mais en gros, c'était bien. Et puis ça, c'est nos et, donc c'est les évaluations des enseignants par les étudiants. C'est quelque chose qu'on a automatiquement à la fin de chaque semestre. Et ils n'étaient pas du tout obligés de me parler de Stitcher. Il n'y avait aucune question là-dessus, puisque les questions, elles sont standards. Mais dans la partie ce qui a bien marché, ben ça, c'est des quotes d'étudiants. Et à voir, il y a pas mal de personnes qui étaient contents de comment ça fonctionnait. J'ai aussi fait avant pas mal d'interviews exploratoires. C'est-à-dire que j'ai demandé à des étudiants, j'ai payé des étudiants pour qu'ils me parlent d'une expérience avec Stitcher. Ça m'a permis de vraiment de creuser, en fait, de voir ce qui était important pour eux et vraiment d'adapter l'outil sur cette base. On a aussi regardé un peu les alternatives, qu'est-ce qui existe comme outils qui permettent déjà. Il y a un outil, par exemple, à l'ETHZ qui s'appelle Ethel, qui avait l'air d'être super intéressant. Et puis aussi, ben, il y a l'outil où vous do it yourself, c'est-à-dire que vous faites un outil vous-même, etc. La limitation, je pense, c'est le temps. Mais moi, le truc qui se rapproche, à mon avis, qui est le plus rapidement qu'on peut mettre en place, c'est les outils existants, c'est-à-dire ChatGPT, Claude, etc., en learning mode. Mais c'est difficile de rajouter nos propres classes. Il ne va pas connaître tout le cours. C'est difficile aussi de lui mettre les réponses. Souvent, ce n'est pas forcément gratuit. Il y a des limites au niveau du nombre d'images qu'on peut faire, etc. Bref, il y a des limites. Mais moi, je ne suis pas en train de dire que Stitcher, c'est la magie secrète et puis que ce n'est pas du tout possible de répliquer un outil comme ça. Mais je pense que c'est quand même plus avantageux de passer par un outil comme Stitcher que d'utiliser un outil standard comme ChatGPT, Claude ou Gemini. Voilà. On a aussi, on est dans le process d'utiliser des ordinateurs à Sion. Vous voyez la petite boîte rose ici. Ben, j'en ai une d'ailleurs sur mon bureau là, en fait. C'est de l'utiliser à Sion. C'est en gros, c'est un outil qui nous permettrait de faire toutes les interactions avec le chatbot sur cette machine, et c'est-à-dire d'avoir le contrôle total du flux de données et ne plus du tout utiliser une API comme Google. On a fait d'ailleurs des évaluations, c'est-à-dire qu'on prend en exercice
et on prend une réponse d'un étudiant-étudiante et ensuite, on la donne à 4 modèles différents. Un des modèles, c'est le modèle existant. Et puis les autres, c'est des modèles différents. Et ensuite, mon job, ça a été d'écrire ici le ranking, quelle réponse je trouve le mieux. Par exemple, j'aurais pu marquer A, B, C, D. Ça veut dire que A est mieux que B, qui est mieux que C, qui est mieux que D, etc. Donc, je fais un peu du ranking. Et puis, on a des résultats. Pour l'instant, il n'y a pas encore assez de... Il n'y a pas encore assez de data ici, mais on est en train, vous voyez, on est en train de checker plusieurs modèles. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que le deuxième, là, celui-là, eh ben, on arriverait, c'est pas qu'on arriverait, c'est qu'on est arrivé de manière tout à fait satisfaisante de le faire tourner sur cette petite bébête-là. Donc, ça veut dire que celui-là, qui a l'air d'être pas du tout, qui a l'air d'être bien, eh ben, on pourrait le faire tourner en local. OK. J'ai encore des outils que j'ai commencé à faire, mais qui sont vraiment à ajouter. Le but du jeu, ce serait d'avoir le suivi de classe. Parce que quand j'ai mes exercices sur papier et que je donne à faire à un étudiant sur un ordinateur, etc., ben, c'est très difficile pour moi de suivre la progression de la classe. Et puis, pour vous dire la vérité, sur Moodle, moi, je n'ai jamais réussi à faire des exercices. Je fais les travaux écrits et ça fonctionne relativement bien, mais pas les exercices. Et du coup, là, j'ai commencé à faire un outil. Je vous ai montré déjà qu'il y a une espèce de dashboard, mais en arrière-boutique pour l'enseignant. C'est très rudimentaire. Hein. Pour l'instant, il y a plein de choses que je dois faire. Mais si on regarde déjà le graphe du bas, on voit le pourcentage de ma cohorte, donc de ma classe, qui a résolu l'exercice 17 ici. Pourquoi l'exercice 18, ça bump tout d'un coup, l'exercice 18, c'est le premier de la troisième leçon. Et du coup, on voit que les étudiants, ils font tout le temps le premier, et puis ça rebaisse chaque fois un petit peu, etc., etc. Mais ça me permet, moi, de voir où en est ma classe. C'est pas encore top où je voudrais, mais ça serait vraiment le but. C'est pas du tout d'espionner, hein, ça m'intéresse pas du tout. Mais c'est vraiment de voir à quel point ma classe, est-ce que je vais trop vite, est-ce que je vais trop lentement. Il y a aussi des outils qui permettent de drill down, donc de regarder pour chaque étudiante le dernier exercice qu'elle a fait, le pourcentage d'exercices qu'elle a résolu. Et puis ici, il y a des métriques qu'il faudra que j'améliore. Mais par exemple, c'est le nombre de hints en fait que la personne me demande. Je vois que s'il y a une personne qui appuie trop sur les hints, bon, c'est peut-être que c'est une personne qui a besoin d'un autre type d'aide qu'il faudrait que j'aille voir, etc. Et puis ça, le nombre d'interactions, c'est à peu près le nombre moyen d'interactions par question. On peut aller plus bas, c'est-à-dire qu'on peut regarder dans le profil d'un seul étudiant et une seule étudiante. On peut voir les exercices qu'elle a fait. Ça, c'est une vue d'ensemble. On voit que cet étudiant a terminé 70 exercices sur 80. Et puis, je peux même aller regarder dans un seul de ces exercices et je peux aller voir toute l'interaction qui a été faite avec l'étudiant, avec l'étudiante. Franchement, pour l'instant, je n'ai pas réussi à utiliser ça à grande échelle parce que ça me demanderait trop de temps d'aller regarder dans chacune des interactions. Ce n'est pas le but du jeu. Je ne sais pas encore quoi en faire. C'est vraiment, je pense que pour dire la vérité, le semestre dernier, j'ai réussi vraiment à poser les bases et à faire que l'outil soit utilisable pour les étudiants avec des exercices suffisamment bien. Et puis, je pense que moi, j'ai vraiment envie de passer sur une meilleure gestion de la classe. Notamment, ce qui m'intéresserait beaucoup, ça serait de checker des étudiants qui vont pas bien, en fait. Donc, d'avoir une meilleure manière pas qu'ils passent entre les mailles. Notamment, alors les étudiants qui viennent pas au cours ou qui veulent pas faire les exercices, ça c'est OK, c'est leur choix. Mais les personnes qui viennent, qui essayent les exercices et avec qui ça va pas, moi j'aimerais qu'il y ait un système qui me fasse un petit raise the red flag et que je sache que c'est 2, 3, 4, 5 personnes dans la classe sur lesquelles ça serait bien de passer plus de temps. J'ai aussi toute une partie analyse. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il y avait à peu près 15 000 traces. Et puis, tous ces 15 000 traces, ça a coûté moins de 20 francs. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? On voit qu'il y a 2800 exercices qui ont été terminés. Il y a 642 exercices. Pourquoi il y en a autant par rapport à ceux qui ont été terminés? C'est que j'ai mis beaucoup d'exercices de maths. Et puis, pour l'instant, je pense que la moitié, non, les 2/3, c'est des exercices de maths. Et puis, pour l'instant, c'est des exercices qui n'ont pas encore été utilisés par les étudiants. On voit aussi le nombre d'heures estimées que les étudiants ont passé sur la plateforme.
Et le graphe en bleu, ça montre que, ben oui, les étudiants, ils travaillent pendant les heures de cours, mais il y a aussi tout en pic le soir. Et c'est quelque chose qui est revenu très souvent dans les interviews individuelles, c'est qu'ils disaient que quand ils veulent utiliser l'outil le soir ou le week-end ou comme ça, alors que moi, l'enseignant, je ne suis pas disponible, là-bas, ça leur permet quand même d'avoir une petite aide. Et j'ai fait des outils d'analyse qui me permettent notamment ici de regarder quelles sont les questions qui ont eu le plus d'interactions. Par exemple, si je vois qu'une personne, ça c'était une question qui n'avait pas du tout marché. J'ai fait un truc, le détective de la base de données, c'est-à-dire qu'il y avait une base de données qui était un peu, qui était fausse, qui avait des grosses erreurs. Et l'étudiante devait regarder quelles sont les erreurs. Et l'IA qui corrigeait n'était pas du tout bonne. Et en gros, il y avait des gens qui passaient 26 questions-réponses là-dessus, quoi, 26 interactions, et ça, c'est pas du tout bien pour moi. En fait. Donc, en gros, ça, c'est un signal que ma question, elle ne fonctionne pas. Ce qui est un signal encore plus fort, c'est que pour chaque réponse du tuteur, l'étudiante a la possibilité de mettre un pouce en haut, pouce en bas. Et du coup, chaque fois qu'il y a un pouce en bas, eh ben, à mon avis, il faut aller voir ce qui s'est passé. Mais il ne faut pas attendre qu'il y ait des pouces en bas parce que souvenez-vous, il y a eu 15 000 interactions avec le tuteur et il n'y a eu que 33 pouces en haut et 46 en bas. Donc, il y a très peu de personnes qui mettent vraiment des pouces en haut en bas. Et si vous voulez mon avis, c'est surtout parce qu'en classe, je leur disais ah, n'oubliez pas, mettez un pouce en bas si vous voyez que la question, elle fonctionne pas. Comme ça, moi, je retournerai derrière. Donc, je pense que si je n'avais même pas été là, il y aurait encore moins de pouces en haut, pouces en bas. Donc, il ne faut pas attendre qu'il y ait ce feedback-là pour revoir ces exercices. J'ai encore une dernière slide, c'est un espèce de petit teaser. C'est qu'on a développé un outil, j'en avais marre de faire de la transformation de format entre... parce que vous avez eu une question sur comment est-ce qu'on fait ces examens. Ben, nous, on se pose aussi beaucoup la question. Pour vous donner un peu le setup qui fonctionne le mieux possible, je n'ai pas dit que c'était bien, mais c'est le mieux possible, c'est qu'on utilise Moodle pour faire les questions. C'est-à-dire que les étudiantes ont droit à l'ordinateur, mais soit j'ai une toute petite classe et puis je fais le flic et je vais derrière. Genre une petite classe, pour moi, c'est moins de 20. Je fais le flic. Dans le meilleur des cas, je demande à un deuxième assistant, une deuxième personne de venir m'assister, un assistant de venir. Et on regarde derrière, on fait vraiment la Gestapo. Je déteste ça, mais voilà, je ne sais pas comment faire mieux. Et puis, on est vraiment derrière à regarder qu'ils utilisent l'outil. Ils utilisent Moodle. Ça s'appelle Gradescope. Ils utilisent Gradescope de la meilleure manière. Mais dès qu'on a des classes plus grandes, on utilise SEB, qui est un outil de Zurich, Safe Exam Browser. C'est comme Churchill parlait de la démocratie, il disait c'est le pire système, mais on n'en a pas de mieux. Et ben SEB, c'est la même chose en fait. Pour nous, c'est le pire système, mais on n'en a pas de mieux. Et c'est un outil que les étudiantes installent sur leur propre ordinateur et ensuite le lancent. C'est quelque chose qu'on exerce en classe, qu'on leur force quasiment à exercer en classe parce qu'on sait que sinon, il y aura des problèmes au moment de l'examen. Et quand SEB est lancé, ça bloque tous les chats GPT, donc toutes les autres pages web. Et aussi, ça bloque tous les Teams, tous les Discord, etc., tous les chats interétudiants. Et donc, il y a toujours des soucis, toujours il y a une personne qui vient avec un ordinateur qui ne fonctionne pas. La plupart du temps, c'est parce que la personne n'a pas testé avant. Et puis nous, on a toujours un ordinateur de RAB pour vite que la personne se logue dans notre test et perde au maximum 2 minutes. Donc depuis le temps, on est drillé. Mais c'est toute une grosse ordination lourde, mais c'est le mieux qu'on a pour être sûr que les étudiantes ne trichent pas. Il y a toujours le risque que les étudiantes trichent avec un cell phone, c'est-à-dire prennent une photo de l'écran sur ChatGPT et que ChatGPT donne la réponse. C'est, à mon avis, le plus gros vecteur de triche avec le système SEB, mais ça fonctionne relativement bien. Bref, tout ça pour vous donner un petit peu mon expérience sur les examens. Sinon, je trouve que même en informatique, j'ai beaucoup de plaisir à faire des examens écrits. Pour moi, ce n'est pas la forme qui est importante, c'est vraiment la complexité de la question, ce que j'ai envie de leur demander. Donc, ça me va très bien de faire un examen écrit. Et puis, de plus en plus, on fait des examens oraux. Moi, je trouve que c'est un plaisir d'écouter ces étudiants, surtout d'avoir la possibilité en live, de voir jusqu'où ils ou elles arrivent, en fait. Ça les fait beaucoup stresser. On fait même un examen oral en première année, mais ça fonctionne bien.
Et ça prend beaucoup de temps, mais une fois que l'examen oral est passé, tout le monde a la note, on peut passer à autre chose, il n'y a pas de correction, donc je crois qu'il faut le voir aussi comme ça. Mais pour tous les examens écrits, on a fait cet outil avec un collègue qui s'appelle Martin Tavernier, qui est open source, donc tout le monde peut l'utiliser. Ça s'appelle OpenGrader, et le but du jeu, c'est d'avoir un agent, on appelle ça un agent, qui vous permet de faire toute la tuyauterie pour passer d'un format à l'autre. Par exemple, si vous avez votre examen dans Moodle, nous, on les corrige avec un autre outil qui s'appelle Gradescope, qui fonctionne super bien, qui coûte un petit peu, mais si vous me demandez, je pense qu'on peut vous mettre dedans, parce qu'on paye une licence déjà avec ISC, Pierre-André Mudry, Pierre paye la licence. Et du coup, ça nous permet de passer de notre système Moodle à Gradescope beaucoup plus facilement. Il y a toute une partie aussi, j'ai marqué pré-grade, c'est-à-dire qu'on aimerait que l'outil, l'IA, nous permette de pré-corriger l'exercice. À mon avis, ce n'est pas du tout viable de demander à l'IA de totalement corriger l'exercice. Moi, je pense que dans mon éthique d'enseignant, c'est important que ce soit moi qui valide la correction. Et franchement, en tant que personne qui connaît pas mal d'IA, je ne crois pas qu'on est au niveau de finesse qu'on peut attendre dans l'enseignant. Peut-être qu'on arrivera petit à petit à faire un outil qui est encore plus réactif, c'est-à-dire qu'on corrige les 10 premières questions, et puis après, l'outil va vous dire ah ben pour ces 20 autres, pour ces 20 autres réponses, eh ben, je crois que je suis sûr de comment corriger, mais pour les 10 qui restent encore, il faut que tu m'aides, etc. On arrivera peut-être à des outils adaptifs parce que des fois, il y a des questions, c'est vite réglé en fait. La réponse de l'étudiant, elle est tout à fait claire. Mais je pense que moi, éthiquement, et puis de nouveau, je vous dis même techniquement et professionnellement, j'arrive pas à faire que ça corrige à ma place. Par contre, la pré-correction, ça me permet de moins devoir me focuser sur les petits détails, par exemple en informatique, sur les détails de syntaxe. S'il manque un point-virgule ou comme ça, eh ben, l'IA est souvent plus forte que moi pour trouver les petits points-virgules. Donc, je vous propose de regarder cet outil et puis je suis à votre disposition si vous avez des envies et des questions. Et puis, pour terminer, sur Stitcher, eh ben, si vous avez envie de l'utiliser dans un de vos cours, eh ben, je vous aide volontiers à monter le cours pour vous. Puis je vois que j'ai pas mal parlé. On était censé vous donner plus de place pour les questions, mais je me justifie en faisant que je vous avais proposé de poser des questions pendant le cours. Mais là, je crois qu'on a encore quelques minutes si vous avez envie de demander quelque chose. Alors, Merci. je vois. Merci Oui. beaucoup. Je ne sais pas, Aurélien, tu as une question? Ouais, j'en ai plusieurs. En fait, c'était tellement intéressant que j'ai vraiment pas osé pour le coup t'interrompre parce que du coup, c'était vraiment, vraiment excellent. Alors déjà, bah, bravo pour tout ce job et puis même toutes ces choses en plus que vous fassiez intervenir les étudiants dans les travaux de TB pour améliorer la plateforme, côté multimodal et puis bah, tout ce que tu as parlé pour s'adapter, pour pouvoir contextualiser, etc., la plus-value par rapport aux LLM globaux, etc. Enfin, je trouve vraiment que j'ai aucun doute que ça doit être vraiment cool pour les étudiants, du coup, d'avoir vraiment un suivi personnalisé. Et puis, avec derrière tout le dashboard que tu as fait pour pouvoir justement identifier les étudiants qui ont des difficultés, etc., je pense que il y a une énorme plus-value pour les enseignants. Et je voulais juste te demander par rapport aux hallucinations. Tu as parlé un moment, par exemple, tu mettais en input les PowerPoint, qui te disaient bah, dans tel dia, te référencer, etc. Ou même dans les autres réponses, s'il y avait une quantité, la qualité des réponses, on va dire, en fonction des modèles. Ouais. Le feedback des étudiants par rapport à ça. Ouais, déjà, pour rebondir sur la première partie de ta réponse, ben, je pense que oui, c'est une plus-value pour les étudiants. Par contre, ils ont été très clairs de dire que ça fonctionne d'avoir une partie du cours où il y a une interaction avec une IA, mais ça fonctionne parce que c'est une partie exercice. Et puis dans mon cours, ben, il y a toute la partie théorie, il y a toute la partie labo, où là, ils sont vraiment sur leur propre machine, ils doivent se débrouiller pour que ça marche sur leur machine. Et puis il y a la partie exercice qui fait peut-être entière, tu vois. Et puis même dans cette partie exercice, quand eux, ils sont sur Teacher, moi, je continue de
de passer dans les rangs et puis de les interpeller, etc. Donc, je pense que ça marche parce que c'est qu'une partie où ils sont en face à face à une IA. Moi, je crois que ça serait pas. En tout cas, ils m'ont fait comprendre que c'était pas ce qu'ils voulaient d'avoir beaucoup plus d'IA que ça. Ensuite, tu me demandais s'il y a des hallucinations. Ben, j'ai trouvé que il y en a peu, tout simplement parce que il y a un bon encadrement de l'IA. Il y a tout un encadrement de base. Il y a un encadrement au niveau du thème, c'est-à-dire qu'il y a un contenu du script de l'enseignant. Et puis, il y a aussi un encadrement au niveau de la question qui donne une ou deux réponses, une ou deux exemples de réponses. Et puis, je pense que c'est vraiment ça qui fait que ça hallucine pas, c'est que le contexte, il est bien cadré. Et puis, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à regarder, tu vois, si tu te souviens de ce gros prompt là de 7000 caractères, à le balancer dans une IA, parce que les IA, elles sont très bonnes pour nous apprendre à prompter les IA. Hein. C'est un peu le serpent, mais ça marche bien. Et du coup, j'ai essayé vraiment de balancer plein d'exemples de questions et de dire, est-ce qu'il y a des ambiguïtés? Est-ce qu'il y a des ambiguïtés? Et puis, j'ai réussi à peaufiner les prompts pour qu'il y ait le moins d'ambiguïté possible et que l'intelligence de l'IA soit vraiment passée à répondre à la question et pas à se demander mais qu'est-ce qu'il a bien voulu dire quand il me demandait de faire ça, puis juste après il me demande de faire un autre truc, etc. Et je crois que de ce point de vue-là, ben, ça fonctionne bien. Tu vois, il y a aussi un truc qu'on peut utiliser, je ne l'ai pas montré, mais je trouve que c'est intéressant. Il est où mon... Ouais, tu vois ici, je peux voir aussi les traces on ne voit pas bien, mais je peux voir les traces de l'IA. Et c'est les réflexions, en fait. Vous savez, quand ça tourne là sur ChatGPT, ben, il fait et moi, en fait, je lis ça, en fait. Et je ne l'ai pas encore fait, mais j'aimerais que ces traces de l'IA, elles instruisent, en fait, l'autre IA qui t'aide, toi, en tant qu'enseignant, à faire les réponses. Il faudrait un peu un système qu'au bout de 10 réponses de 10 étudiants qui ont répondu à cette question, on regarde toutes les traces et on regarde si l'IA était en train de patauger, à vraiment comprendre ce qu'était voulu donner dans la question, plutôt que de directement répondre vraiment faire son job de répondre. Tu vois? Ouais, donc peu d'hallucinations vu que le prompt, il est top, quoi. Bon, c'est un peu logique aussi. Alors, ouais, top, ben, je sais pas, mais en tout cas, il est le plus blindé possible, en fait, le plus cadré possible. Le nouveau terme à la mode, c'est le harnais, en fait, harness. Ça veut dire qu'en gros, que ton prompt, il est vraiment bien encadré et il n'y a rien qui peut tomber, en fait. Est-ce que je peux me permettre de reposer une deuxième question? Ben, je crois, Je ne sais pas si Anouk ou Madeleine, vous voulez demander quelque chose. Okay. Du coup, ma deuxième, c'était donc vous allez passer en local. Alors ça, c'est le dream entre guillemets dans le sens où au niveau écologique et puis gestion des données, vous êtes voilà. Et puis vu que tu as fait déjà pas mal de tests, moi j'ai aussi des questions que je me pose parce que moi sur mon PC fixe, j'arrive pas à faire tourner des modèles avec trop de paramètres. Et par rapport à ce que tu as dit là, avec par exemple 120 milliards de paramètres, etc. Les résultats par rapport au modèle que tu as sur l'API, par exemple de Gemini. Tu as mis qu'il y avait 67%, etc. Mais si tu compares par rapport au modèle que tu avais utilisé. Ouais. Alors, l'outil qu'on a en production aujourd'hui, mais elles sont pourries ces données. Je n'ai pas envie de. D'abord, il n'y a pas assez de comparaison, etc. Mais ça te donne quand même une tendance. L'outil qu'on utilise en production pour ces 15 000 traces avec les étudiants, pardon, cet outil, le modèle, c'est Gemini Flash. Donc, ce n'est pas le modèle le plus puissant de Google. Pourquoi ? Pour une question de coût, mais surtout pour une question de rapidité, et puis surtout pour une question qu'avec Flash, ça fonctionne suffisamment bien s'il y a ce contexte qui est suffisamment blindé. Et donc, l'outil que j'utilise, par contre, pour les enseignants, pour faire les questions, là, c'est le plus puissant. Là, comme je l'ai dit, il faut mettre le paquet. Mais pour l'interaction avec les étudiants, ça suffit d'utiliser le modèle en dessous du modèle le plus performant de Google. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça montre qu'il n'y a pas besoin du modèle le plus puissant du moment où ta question, elle est bien posée, elle est bien cadrée. Le rôle du LLM, il est bien cadré, ça fonctionne en fait. Mais c'est aussi parce que même le modèle Flash, qui n'est pas le plus puissant, il est déjà super puissant en fait. Il fait vraiment du très très bon job.
Et donc, la performance d'un modèle au niveau flash, tu arrives relativement bien à la gérer en local. Après, en local, ben, il y a tous des autres problèmes. C'est que si moi, j'ai ma classe de 20 étudiants, c'est-à-dire que 2 heures par semaine, il y aura 20 étudiants qui tapent dedans en même temps. Et puis après, toute la nuit, etc., il n'y a personne. Donc, je sous-utilise mon outil complètement, ma machine, en fait. Mais ce n'est pas grave, ça, en fait. Je crois que la souveraineté au niveau de l'inférence, c'est-à-dire au niveau de elle compte énormément en fait. Et c'est pour ça qu'on a investi pas mal de sous dans ces petites machines pour pouvoir faire ça en local. Ouais. Donc pour résumer, en local, on va arriver à la machine que je t'ai montrée, elle a 128 gigas de mémoire et elle arrive tout à fait à tourner ce deuxième modèle en fait, le GPT OSS 120B. Et puis depuis qu'on a fait ça, il y a même des mêmes modèles qui vont aller, à mon avis, encore un peu mieux. Bah, je pense que je vais probablement te solliciter ouais, mais viens, dans un avenir un peu plus lointain. Mais venez, on mange ensemble une fois si vous voulez, avec volontiers. Ça marche? Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Mais je vais en parler avec parce qu'on en a un qui fait qui est sur un projet comme ça d'un chatbot pour les infirmiers, etc. Donc il faut que je voie avec lui exactement où est-ce qu'il en est, ce qu'il fait, etc. Mais ouais, là c'est super. Merci infiniment. Je dormirai beaucoup moins bête ce soir. C'est cool. Merci. Avec plaisir. Moi, j'aurais quand même une question, si oui. je peux. C'est parce qu'effectivement, j'ai bien compris l'histoire du cadrage et puis de devoir donner tout l'environnement. Nous, on a testé justement le semestre passé avec un ChatGPT personnalisé où on avait aussi donné tout le contexte du cours, on avait aussi téléchargé toutes les données qu'on avait données aux étudiants. Mais en fait, nous, surtout pour le TB, mais de toute façon en tourisme, on n'a pas une réponse juste. En maths, là, quand je vois les exercices, c'est assez clair. Hein. C'est des maths et puis il y a un cheminement pour arriver à une seule bonne réponse. Nous, on n'a jamais une bonne réponse. Il y a plusieurs manières de proposer des solutions pour un tourisme efficace ou pour voilà. Donc, je me demandais si ça peut marcher aussi si on n'a pas une seule réponse, mais qu'effectivement, ça puisse quand même donner des aides aux étudiants pour, entre guillemets, développer leur projet ou appliquer une méthodologie de recherche ou ce genre de choses. Je ne sais pas si là, il y a eu du recul ou si vous avez testé avec une autre filière ou autre. Bon, moi, je botte un peu en touche dans ma manière d'enseigner parce que, comme je t'ai dit avant, j'ai des labos et des exercices. Puis les exercices, c'est plutôt les petits trucs. C'est pas du drill, c'est plus que du drill, mais c'est des exercices, j'ai envie de dire, de base. Et puis après, la grosse tâche, pour moi, elle est dans le labo. Et là, c'est des questions plus complexes. Par exemple, dans le labo, on va voir 4 manières de faire, d'utiliser des modèles. Et ensuite, ils vont devoir. La dernière question du labo, c'est comparer ces 4 méthodes et dites-moi les avantages et les inconvénients de chaque méthode. Et puis ça, du coup, je le reprends ensuite avec eux en classe, on en discute, etc. Donc, je crois qu'il faut garder les LLM pour. À mon avis, il faut garder l'IA pour les questions qui sont un peu plus simples. Mais parce que. Et en fait, non, mais ça répond tout à fait. C'était aussi ma supposition suite à la présentation. Et puis effectivement, c'était aussi le problème qu'on a rencontré déjà avec d'autres tests qu'on a fait. Donc voilà, mais c'est bien de savoir que justement, finalement, ce modèle-là, il est très compatible pour peut-être justement driller sur certaines thématiques, pour les faire apprendre peut-être plus des connaissances, mais peut-être moins développer eux-mêmes des projets, quoi. C'est ça. Ouais. Puis tu vois, dans les échelles de Bloom, c'est plutôt pour tester les trucs un peu plus en bas. Mais ça n'empêche pas que tu pourrais tourner ta question autrement. Tu pourrais dire, voilà la problématique qu'on a, voilà la stratégie qu'une personne a proposée. Qu'est-ce que vous trouvez, qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie? Et puis là, ça serait plus facile parce que tu saurais que cette stratégie, par exemple, il manque en tout cas 3 trucs. Et puis ça, c'est des choses que tu pourrais marquer comme dans les solutions. On pourrait dire, il faudrait que l'étudiant montre en tout cas 2 de ces 3 trucs, et puis voilà les 3 trucs, etc. Donc, je pense que si tu es assez finot pour tourner ta question, la faire un peu moins ouverte, à mon avis, tu arrives à bien t'en sortir, en fait. Moi, par exemple, j'avais fait des exercices, je t'ai dit le détective de la base de données. Et j'ai fait une base de données qui avait des erreurs grossières et j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a à corriger dans cette base de données? Et puis, il y avait 6 erreurs et puis s'ils en faisaient 5 de juste ou même 4,
eh ben, il passait le truc, etc. Donc ça, c'est une manière de tourner sa question d'une autre manière. Je comprends que ça baisse le niveau de créativité, mais c'est un workaround pour moi. C'est une manière de gérer le truc. Merci. Oui. Donc, du coup, si vous avez plus de questions, on a passé un tout petit peu, mais c'est pas grave parce que c'est cool quand vous avez des questions. Et non, donc, du coup, si jamais, je pense qu'on peut te contacter hein, si on veut savoir un peu plus ou aller un peu plus loin. Mais de Oui. toute façon, on se voit au prochain café pédagogique. Je pense que vous allez, je sais pas s'il y a déjà l'invitation, c'est fin mai. Et je pense que c'est ça. Si vous n'avez pas d'autres commentaires ou questions, on va manger parce que je pense qu'on a tous faim. On s'arrête là et je vous souhaite une excellente semaine et un bon fin de journée aussi. Merci à vous, au revoir. Merci Merci beaucoup. infiniment. Bon Merci. Merci après-midi. beaucoup Au à tout le revoir. monde. Oui, oui. Au revoir.